En manchette aujourd'hui, 22 août 1900. À 11 heures ce matin, par une belle température de 74 degrés Fahrenheit, on inaugurait dans la ville de Maisonneuve la manufacture de chaussures Dufresne & Locke. Auparavant, l'entreprise s'appelait Pellerin et Dufresne et était située sur la rue Gregg à Montréal. Au départ de M. Georges Pellerin, qui ne voulait plus associer son nom à l'entreprise, Mme Victoire Dussault, seul actionnaire, s'est associée au marchand de cuir Ralph Locke. Mme Dussault, surnommée la Cordonnière, a obtenu un octroi de 10 000 $ de la ville de Maisonneuve pour s'y installer. Située rue Ontario, à l'angle de la rue Desjardins, c'est la troisième manufacture de chaussures à s'installer à Maisonneuve cette année, après la Kingsbury Footwear et la G.O.A. Slater. C'était votre manchette du 22 août 1900. Imaginez-vous au coin d'Ontario et de la rue Desjardins dans le quartier Maisonneuve. À côté de vous, il y a la bibliothèque Maisonneuve, il y a le village des valeurs et il y a la maison de la culture Maisonneuve. C'est quoi l'autre immeuble qui se tient à ce carrefour? C'est le CLSC Hochelaga Maisonneuve. Et je vous comprends si vous vous en rappeliez pas. L'immeuble y est un peu plate. Des briques rouges, des briques grises, qui trahissent son époque de construction, le début des années 2000. Une époque qui, on va se le dire, n'était pas particulièrement inspirante pour l'architecture à Montréal. C'est à cet endroit-là précis, où se tient le CLSC, que se tenait la Dufresne & Locke, une manufacture autrement plus imposante et intéressante que ce dernier. La Dufresne & Locke, une entreprise de manufacture de chaussures, débute son histoire en 1893, mais bien loin du coin d'Ontario et de la rue Desjardins. Elle est nommée à ce moment-là la Dufresne et Pellerin, et elle est dans le Vieux-Port, sur Saint-Antoine. Comme on l'entend dans l'extrait au début du balado, c'est en 1900 que l'entreprise va venir s'installer sur le territoire de Maisonneuve. Mais elle va pas être seule. Entre 1890 et 1910, il va y avoir des dizaines de compagnies qui vont venir s'installer sur ce territoire, dans une ville de seulement 18 000 habitants. Pendant ce même 20 ans, on va passer de 392 personnes qui travailleront dans des manufactures à plus de 9 000 en 1910. Une période de croissance inouïe et inégalée. Mais ça nous mène à nous poser des questions. Pourquoi la Dufresne & Locke va choisir de s'installer à Maisonneuve quand elle va se faire exproprier du Vieux-Montréal à la fin du 19e siècle? Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'industries qui vont faire la même chose que la Dufresne & Locke et qui vont venir à Maisonneuve? Et comment ça se fait que c'est l'industrie de la fabrication de la chaussure qui va prendre le dessus sur toutes les autres industries qui auraient pu s'installer dans notre quartier? C'est cette histoire que je vais vous raconter. Vous écoutez Les Mémoires de MHM, un balado produit par l'atelier d'histoire de Mercier Hochelaga Maisonneuve, en partenariat avec la ville de Montréal. Aujourd'hui, je vous parle de l'industrialisation à Maisonneuve, en particulier de l'industrie de la chaussure, de son installation dans le quartier, de son impact sur la vie des ouvriers et de sa contribution à l'histoire de la ville de Maisonneuve. Bref, de son histoire dans notre quartier. Donc, comme je viens de vous dire, Maisonneuve va vraiment vivre une croissance fulgurante, dès sa création en 1893. Mais cette croissance-là, elle va pas être unique à Maisonneuve, ni à Montréal, ni même au Canada. Il va y avoir une industrialisation très rapide, très forte, qui va se faire sentir au Canada entre 1850 et 1914, tout juste avant la Première Guerre mondiale. Pour vous dire, entre 1851 et 1911, Montréal et ses proches banlieues, et par proches banlieues, je parle même pas de Longueuil, là, je parle de Hochelaga de Maisonneuve, cette région-là va passer d'une population de 62 000 personnes à 528 000. C'est sûr que les gens à l'époque avaient beaucoup plus d'enfants, mais ce changement-là n'est pas dû à ça. C'est surtout une arrivée massive des campagnards qui vont venir s'installer en ville pour aller travailler dans toutes les nouvelles manufactures et usines qui va créer cette augmentation vraiment qui va être inégalée encore aujourd'hui. C'est comme si entre 2020 et 2080, il y aurait 40 millions de personnes dans l'aire urbaine de Montréal au lieu de 4 millions. Mais Maisonneuve va quand même faire figure unique dans le paysage montréalais et canadien.
Un, parce que c'est une ville qui part de rien. En 1893, à sa création, Maisonneuve, je vous dis, c'est à peu près rien. C'est un village plus qu'autre chose. Il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas de tramway qui se rend, il y a une usine de sucre, qui est encore là d'ailleurs, sur Notre-Dame, il n'y a pas vraiment de manufacture, il n'y a vraiment pas grand-chose. Pourtant, en 1917, à son annexion, juste 24 ans après sa création en 1893, Maisonneuve, c'est une ville d'environ 20 000 habitants et c'est le deuxième centre économique du Québec après Montréal, le 6e au Canada. La question, c'est vraiment comment Maisonneuve va faire pour attirer autant de gens et autant d'industries dans son territoire. Donc, selon moi, il va y avoir 3 raisons. Premièrement, les manufactures qui vont exister à Montréal, c'est-à-dire dans le village aujourd'hui ou au Vieux-Port, vont se déplacer et vont aller aux banlieues proches, c'est-à-dire Maisonneuve. De 2, il va y avoir l'arrivée du chemin de fer et le développement du port dans le coin de la rue Notre-Dame. Et de 3, il va y avoir l'agressivité des dirigeants de Maisonneuve d'en faire une destination industrielle. Donc, on commence par le début. Les manufactures de Montréal s'en vont de Montréal. Et comme je vous ai dit, à l'époque, Montréal, ça s'arrête à Hochelaga à peu près. Donc, pourquoi les manufactures vont se déplacer? C'est parce que ça coûte cher. Les terrains au Vieux-Port et les taxes proches du Vieux-Montréal vont devenir trop élevés. Pour vous expliquer ça, je vous laisse écouter Paul-André Linteau, un historien reconnu qui se spécialise sur l'histoire de Montréal. Alors, les usines qui fabriquent des produits, en particulier des biens de consommation, elles doivent répondre à une demande qui explose littéralement. Et donc, elles ont, celles qui sont déjà établies, puis c'est beaucoup ce qui nous concerne à Montréal, doivent augmenter considérablement leur capacité de production, donc leur espace physique. Et souvent, les usines existantes qui étaient dans les vieux quartiers de Montréal, ont des limites. Il n'y a pas facilement d'espace disponible. Et donc, on va voir une expansion aussi bien vers l'est que vers l'ouest, vers la banlieue, où là, il y a des grands terrains disponibles qui coûtent pas cher, qui coûtent beaucoup moins cher que ce qui est autour du Vieux-Montréal, disons. La banlieue, à l'époque, c'est ici. C'est ici, Maisonneuve, c'est dans la banlieue. C'est une ville de banlieue. Et c'est une ville, c'est un territoire qui n'est pas encore très urbanisé. Il est très faiblement urbanisé. Alors, il y a beaucoup de terrains disponibles, des terrains qui ne coûtent pas cher comparé à ceux qui sont près du centre-ville. Il y a des terrains qui coûtent pas cher. Donc là, on voit des entreprises qui partent de Montréal qui ont une 50aine d'employés, puis qui, 10 ans plus tard, en ont 300, 400, 500. La plupart des usines qui viennent à Maisonneuve ne sont pas des nouvelles entreprises. Ce sont des entreprises qui étaient déjà implantées à Montréal et qui ont besoin d'expansion et qui donc s'en viennent sur des nouveaux territoires. Un bel exemple, c'est la fonderie Warden King & Son qui existe depuis les années 1850 à Montréal et qui s'en vient dans Maisonneuve au début du 20e siècle parce que elle a besoin, sa production augmente, puis il faut de nouvelles installations. Donc, c'est le phénomène général, si on veut, qui se produit, c'est le déménagement physique là, des entreprises vers de nouveaux sites pour pouvoir s'agrandir et produire plus. Pourtant, il n'y a pas juste à Maisonneuve qu'il y a beaucoup de terrain pour pas cher. Montréal, à l'époque, je vous rappelle, c'est pas très grand, c'est pas très urbanisé. Les compagnies qui se déplacent, elles auraient très bien pu s'installer dans les territoires actuels de Rosemont, où il y avait beaucoup de grands terrains vides, ou de Mercier, d'Annecy, de Saint-Michel. Mais ils ne pourront pas s'installer à Hochelaga par contre, parce que les terres sont pas mal plus urbanisées qu'ailleurs.
Maisonneuve, elle va faire figure unique parmi tous ces territoires parce qu'elle possède quelque chose d'autre. Et ça, c'est un accès au fleuve, en plus d'une nouvelle liaison ferroviaire qui relie Maisonneuve à Montréal. La fusion de ces deux modes de transport permettra en partie l'expansion de l'industrie dans cette ville. Évidemment, un facteur important à ce moment-là, c'est les transports. Dans l'Ouest, il y a le canal de la Chine qui joue un rôle important pour attirer les usines. Dans l'Est, c'est soit le port, le Saint-Laurent et les installations portuaires, soit les lignes de chemin de fer. Or, il se trouve que Maisonneuve, la banlieue de l'Est est traversée par des lignes de chemin de fer, celle du Canadien Pacifique et celle qui va devenir le Canadien Nord, le Canadien National éventuellement. Donc, il y a une infrastructure qui permet ça. Comme le mentionne Paul-André Linteau, il y a effectivement d'autres territoires qui ont un accès au fleuve et à des rails de chemin de fer, particulièrement dans le sud-ouest de l'île de Montréal, à Sainte-Cunégonde, à Saint-Henri ou à Verdun. Par contre, Maisonneuve a un élément distinctif par rapport à ces territoires, et ça, c'est l'agressivité de leurs dirigeants pour en faire une destination industrielle. Ils vont faire ça à coup de subventions massives et d'exemptions de taxes. Malheureusement, cela va ruiner éventuellement la ville grandissante de Maisonneuve. Oui, partout en Amérique du Nord, à l'époque, les municipalités essayent d'offrir des avantages aux entreprises pour les inciter à s'en venir sur leur territoire. Pourquoi elles font ça? Et dans le cas de Maisonneuve, c'est particulièrement patent. C'est que si les entreprises viennent, les ouvriers vont suivre, vont venir s'installer. Et donc, il y a des maisons qui vont se construire, la population va augmenter, la valeur foncière va augmenter. Et d'ailleurs, on le voit très bien dans la stratégie industrielle de Maisonneuve. On accorde des avantages aux entreprises à la condition qu'elles embauchent des ouvriers qui habitent Maisonneuve. Et on va vérifier après coup si cette condition-là est remplie. Donc, les promoteurs qui ont des terrains à vendre sont très intéressés. Ils sont prêts à vendre aux usines des terrains à bon prix parce que ça va vouloir dire ensuite que les autres lots pour construire des maisons, eux, ils vont se vendre. Il va y avoir des gens qui vont venir à Maisonneuve. Et donc, la ville commence évidemment avec des exemptions de taxes, des mesures fiscales. Mais il y a une petite période, fin 19e, début 20e siècle, où on va même plus loin en accordant des subventions en argent aux entreprises pour les inciter à venir s'installer à Maisonneuve. Et il y a beaucoup d'entreprises qui vont déménager, entre autres, à cause de cette option. Entre 1894 et 1900, la ville de Maisonneuve va débourser 83 500 $ de subventions à 10 entreprises différentes. C'est sûr qu'aujourd'hui, ça sonne comme pas grand-chose, 83 500 $, mais il faut se rappeler qu'à l'époque, le salaire moyen pour un employé, c'était 10 $ par semaine. 83 500 $, c'est vraiment une somme faramineuse. Aussi, les entreprises vont avoir le droit à des exemptions de taxes. Entre 1906 et 1915, c'est 18 entreprises qui vont avoir droit à ces exemptions. Ça veut dire qu'ils ne vont rien payer à la ville pour l'utilisation des terrains. Il y en a 4 qui vont avoir une exemption de taxes pour 20 ans. Il y en a 12 qui vont avoir une exemption de taxes pour 10 ans. Ça, c'est des revenus qui vont manquer dans les coffres de la ville et qui vont, à la finale, mener à sa perte. Mais pour les entreprises, c'est un bon deal. Ça fait vraiment des grosses économies. Donc les industries, elles vont arriver en grand nombre à Maisonneuve. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a de la place en masse pour pas cher pour les entreprises du Vieux-Montréal qui veulent déménager. En plus de ça, il va y avoir des liaisons de transport efficaces avec la ville-centre. Il y aura aussi les artères internationales qui vont être disponibles à travers le fleuve Saint-Laurent. Au-dessus de tout ça, il y aura même des subventions parfois exubérantes qui vont venir combler le tout.
Mais tout ça, ça n'explique pas pourquoi c'est l'industrie de la chaussure qui va dominer à Maisonneuve, et non le textile, par exemple, ou la manufacture d'autres biens. Mon hypothèse, c'est que comme beaucoup d'autres choses dans la vie, l'industrie de la chaussure va s'imposer par un effet domino, qui va commencer par l'arrivée dans le quartier d'une petite entreprise de fabrication de chaussures nommée Laniel & Co. en 1898. Par la suite, ce sera la Kingsbury Footwear Inc., la G.O.A. Slater, et comme mentionné au début de l'épisode, la Dufresne et Pellerin. La Dufresne et Pellerin va débuter son histoire en 1893, mais pas à Maisonneuve. Sa fondation va se faire un peu plus à l'ouest, sur la rue Saint-Antoine, dans le Vieux-Montréal. En 1899, la compagnie va se rendre compte qu'elle a besoin de plus d'espace dû à une expansion rapide. Par contre, les locaux au Vieux-Montréal coûtent très cher et les taxes aussi. En plus, il n'y a pas beaucoup d'espace vacant. La compagnie va donc décider de déménager. C'est en 1900 qu'elle va prendre ses affaires et venir s'installer à Maisonneuve. C'est sûr que la subvention de 10 000 $, l'équivalent de 20 ans de travail d'un ouvrier, et une exemption de taxes de 20 ans vont aider la décision des fondateurs. Et ces subventions-là, ces exemptions de taxes-là, vont être très pratiques pour les entrepreneurs canadiens-français comme ceux de la Dufresne et Pellerin. Pourquoi, particulièrement pour cette population? Mais parce que les entrepreneurs canadiens-français vont avoir la difficulté à accéder à du capital à cette époque. Donc, s'ils voulaient se faire construire une manufacture, par exemple, c'était très difficile de trouver l'argent pour la construire en tant que telle. Lorsqu'on venait à Maisonneuve, vu que la ville offrait de l'argent sur la table dès qu'on proposait d'ouvrir une compagnie, c'était beaucoup plus facile de se construire des bâtiments et d'acheter des machines pour notre entreprise. C'est comme ça que ça va être beaucoup d'entrepreneurs canadiens français qui vont s'installer à Maisonneuve. Et beaucoup de ces entrepreneurs-là vont ouvrir des compagnies de chaussures, comme je vous l'ai mentionné à peu près 1000 fois dans le reste de l'épisode. Donc l'effet domino commence comme ça. Quelques manufactures de Canadiens français viennent s'installer à Maisonneuve, attirés par les subventions, les terrains abordables et les modes de transport accessibles. Par la suite, d'autres entreprises vont venir s'installer à Maisonneuve, justement parce qu'il y a déjà une poignée de manufactures de chaussures. Un exemple d'une de ces entreprises sera la King Paper Box Company, qui, elle, manufacturait des boîtes de carton pour les chaussures. Pour cette compagnie, en plus d'une exemption de taxe de 10 ans, s'installer au milieu de ses principaux clients était une évidence. Elle le fit en 1909. Une autre entreprise, la United Shoe Machinery, qui construisait des machines de manufacture de chaussures et les louait aux différentes manufactures, vient elle s'installer en 1911. La concentration de manufactures amenait ces entreprises sur le terrain de Maisonneuve. Cette concentration de services connexes pour la manufacture de la chaussure fera en sorte que les autres entreprises qui voudront s'installer seront d'autres manufactures de chaussures, évidemment. C'est comme ça qu'une deuxième vague d'industries verront le jour à partir de 1909, comme la Dupont et Frères ou la McDermott Shoe Company. En 1911, à l'aube de la Première Guerre mondiale, ce seront 3,5 millions de paires de chaussures qui seront produites à Maisonneuve. Considérant que la population du Canada au complet à cette époque est de seulement 7 millions de personnes, c'est une production incroyable pour une ville qui ne compte même pas 20 000 âmes. C'est le centre incontesté de la chaussure au Canada. La Première Guerre mondiale viendra tout chambouler ça. Et ce qu'on voit, c'est que dès les années 20, ça commence à décliner. D'ailleurs, dans les statistiques, au 19e siècle, on voit que la production de chaussures, c'était une des plus importantes industries à Montréal. Puis rendu au 20e siècle, on voit que la part de la chaussure décline par rapport à bien d'autres secteurs industriels. Alors, c'est une activité qui est devenue moins rentable parce qu'il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup d'usines qui sont en concurrence les unes avec les autres, qui donc doivent maintenir les prix très bas si elles veulent percer sur le marché. Il y a donc avec le temps, des fermetures d'usines. Et graduellement aussi la concurrence étrangère. Même si on a des droits de douane contre la production étrangère, il reste qu'avec le temps, au cours du 20e siècle, on est de moins en moins capable
ici de concurrencer la production étrangère qui coûte moins cher. Ça, c'est dans quelles années que ça commence? Ça commence déjà dans les années 20, puis après la Deuxième Guerre mondiale, c'est clair qu'on n'est plus concurrentiel parce que on avait beau être une industrie à bas salaire, les bas salaires au Québec, rendus en 1950, c'était des hauts salaires à l'échelle mondiale par rapport aux salaires, disons, au Brésil ou même dans beaucoup de pays en développement. Hein? Et ce qui va arriver, c'est que c'est la chaussure étrangère qui va prendre presque tout le marché. Puis au Québec, il va rester des segments spécialisés comme des bottes de travail, les bottes d'hiver adaptées à notre climat. Mais la chaussure, la production de masse, elle va s'en aller dans tous les domaines, pas juste la chaussure. Elle va s'en aller à l'étranger. Pour conclure, on peut se demander qu'est-il arrivé avec tous les bâtiments industriels de cette époque à Maisonneuve? Ben, c'est sûr qu'il y a eu des beaux exemples et puis il y avait entre autres un cas où il y a eu un prix qui a été accordé pour la reconversion de l'ancienne usine de Johnson & Johnson sur le boulevard P9. C'est sûr qu'on a moins rasé, je pense, que dans le secteur du canal de la Chine. On peut pas dire que jusqu'à maintenant, ça a entraîné autant de gentrification que dans le secteur du canal de la Chine, où là, on a changé complètement les caractéristiques de la population. Il y en a eu un peu à Maisonneuve, mais beaucoup moins proportionnellement. Et on a un stock de logements important quand même qui est resté accessible au milieu populaire, si on veut. Vous venez d'écouter Les Mémoires de MHM, un podcast produit par l'Atelier d'histoire de Mercier-Hochelaga Maisonneuve. Vous pouvez nous trouver sur Facebook et Instagram, même Twitter, en cherchant simplement notre nom. Merci à Paul-André Linteau de nous avoir prêté sa voix aujourd'hui. Comme je vous ai dit, c'est l'expert dans l'histoire de Maisonneuve. Il a même écrit un livre sur le sujet, Maisonneuve, comment des promoteurs fabriquent une ville. Ce livre est disponible aux éditions Boréal. Merci aussi à l'équipe du podcast, André Cousineau, Diane Savard, William Gaudry et Régent Charbonneau. Merci à Clovis Lamarre pour la musique, l'enregistrement et toutes les choses techniques que je ne comprends pas. Un merci particulier au programme Patrimoine montréalais, géré conjointement par la Ville de Montréal et le ministère de la Culture. Cet épisode a été écrit et réalisé par Mathieu Mazot, c'est-à-dire moi. Merci de votre écoute. Attacha.